Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié au décryptage de la loi Negelen et du MAN, mécanisme d'authentification des numéros. Je suis Leila Goudan, chef de produit marketing chez Odigo et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui accompagné de deux experts, Fabrice Maléco et Philippe Alopo. Fabrice qui est chef de produit chez Odigo. Bonjour Fabrice. Bonjour Leila, bonjour à tous. Et Philippe Alopo qui est directeur des affaires réglementaires et des relations opérateurs. Bonjour. Bonjour Leila, bonjour à tous. Donc vous en aviez certainement entendu parler, il y a beaucoup de nouveautés réglementaires depuis le début de l'année 2023 qui concernent les télécoms. On avait déjà fait un webinaire en novembre pour vous expliquer l'ensemble des nouveautés réglementaires qui concernaient principalement la numérotation. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la loi Negelen et sur le MAN. Donc je vous propose de commencer avec l'agenda du jour. Donc tout d'abord un petit contexte, puis le décryptage de la loi Negelen et des travaux sectoriels qui ont été menés, puis le décryptage du MAN et de ses impacts sur les communications nationales, les règles à respecter en tant que client pour que vous soyez conforme et que les appels soient conformes, puis les nouvelles offres en perspective et nous allons en fin de webinaire dédié une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Alors, nous allons commencer par un petit contexte. Donc, la loi Negelen et le MAN concernent principalement les communications téléphoniques françaises. Donc, il faut comprendre que le canal téléphonique est un canal qui est très important. C'est le premier canal de la relation client parce qu'il est très naturel, intuitif, il est efficace dans des contextes qui peuvent être complexes dans son information. C'est également un vecteur d'émotion. Donc, malgré le fait qu'il y a une augmentation des usages digitaux, des chatbots, etc., on se retrouve toujours avec le canal téléphonique qui reste premier en France, premier en Europe de l'Ouest, et ça ne va pas changer dans les années à venir, malgré, comme j'ai dit, la croissance des usages digitaux. Et au fait, ce canal, effectivement, connaît pas mal d'évolutions réglementaires depuis le début de cette année. C'est pour plusieurs raisons. Parce qu'on a une évolution des usages. Donc, il y a effectivement toutes les tendances de télétravail. Il y a l'adoption de plus en plus de solutions cloud, la digitalisation de la relation client. On a également l'évolution de la technologie qui fait que ce canal devient plus efficace. Donc, encore une fois, on a la migration vers le cloud, la digitalisation de la voix. Il y a également la démocratisation de l'IA qui vient aussi se rajouter, notamment dans la relation client via les interactions avec des bots. Et puis, il y a vraiment un facteur qui est très important, qui s'est accéléré depuis la pandémie sanitaire, et c'est la hausse des pratiques frauduleuses et abusives. Donc on a vu que les pratiques de démarchage téléphonique abusif, de smishing également, qui est la fraude par SMS, ou le spoofing, qui est l'usurpation d'identité du numéro de téléphone d'une personne. Donc ce sont des pratiques qui se sont propagées. On voit également les utilisateurs qui deviennent de plus en plus inquiets et anxieux par rapport à ça. Donc on voit que 71% des utilisateurs de mobile dans le monde s'inquiètent de la fraude en 2020, et on est à peu près autour du même taux en France. Et puis, on a également vu que les appels frauduleux ont augmenté de 60% en France entre 2020 et 2022. Donc c'est quand même une augmentation assez importante. Et c'est ce facteur en particulier, on peut dire, qui était la cible, qui est aujourd'hui la cible de la loi Negelen et de la mise en place du MAN. Alors là qu'on a ce petit contexte, Philippe, peux-tu nous expliquer un petit peu plus la genèse de la loi Negelen et de la mise en place du MAN? Merci Leila. Donc comme tu l'as dit, augmentation des pratiques abusives, des pratiques frauduleuses. Et en réponse à ça, c'est un durcissement de la réglementation. Donc avec un certain nombre de mesures, dont une qui est la loi dite Negelen, du nom du député qui en porte le projet. Donc c'est une loi qui a été adoptée en 2020, qui vise à encadrer le démarchage téléphonique, à lutter contre les appels frauduleux, et donc qui contient un certain nombre de dispositions. Et une disposition particulière qui nous intéresse aujourd'hui, qui, elle, a pour objectif de lutter contre l'usurpation des numéros. Cette disposition, elle est composée de deux obligations. Donc la première, deux obligations qui portent sur les opérateurs. La première, c'est une obligation de mettre en place un dispositif d'authentification des numéros de téléphone. Donc ça vaut pour les appels vocaux, mais aussi pour les messages, les SMS.
Et deuxièmement, une obligation, toujours pour les opérateurs, de couper les appels ou les messages quand ils sont soit non authentifiés, soit authentifiés de façon non satisfaisante. Donc cette disposition, elle est applicable au 25 juillet 2023, de cette année, donc autant dire que la date est toute proche. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que ça concerne les communications nationales, donc un utilisateur français vers un autre utilisateur français. Le principe du dispositif que vous avez là sur la droite, alors là qui s'applique aux appels vocaux, mais sur le SMS, c'est exactement la même chose. Donc le principe, c'est que l'opérateur de l'appelant, à chaque appel, il va authentifier cet appel, c'est-à-dire qu'il va s'assurer qu'il connaît celui qui lui envoie l'appel et qu'il connaît le numéro qui est utilisé. Et de l'autre côté de la chaîne, l'opérateur de l'appelé va vérifier que l'appel a bien été authentifié, et si c'est le cas, il acheminera cet appel, sinon il le bloquera. On vient parler de la France. Alors la France n'est pas la seule à se saisir de ces sujets. Vous avez là quelques exemples. Les précurseurs, ça a été les États-Unis et le Canada. Ils ont eu de la même façon, en raison d'une obligation réglementaire, d'une loi, ils ont mis en place un dispositif d'authentification en 2021. Alors même si c'était sur des périmètres un petit peu différents, et notamment là-bas, ils n'avaient pas obligation de coupure. Et à noter quand même, parce qu'on l'a vu juste avant, nous, la loi elle nous laisse 3 ans pour mettre en place cette disposition, là où les États-Unis et le Canada ont eu 11 ans. Si on reste sur le continent américain, on a aussi l'exemple du Brésil qui va mettre en place un dispositif d'authentification avec une approche assez différente de l'approche nord-américaine et une solution technique là aussi très, très différente. Donc si on en vient au continent européen, la France est le premier pays à mettre en place un tel dispositif. On a un contre-exemple aussi en Europe avec l'Irlande qui vient juste de rejeter le principe de la mise en place d'un dispositif d'authentification, le jugeant trop complexe, trop coûteux, trop long à mettre en œuvre et pas suffisamment efficace, et lui préférant des mesures plus simples, plus immédiates. Et puis dernier exemple, c'est au UK, où il y a une réflexion en cours. L'Ofcom a lancé une consultation publique justement sur le sujet pour étudier la pertinence de la mise en place d'un tel dispositif. Donc consultation qui s'est clôturée il y a maintenant une quinzaine de jours, donc on verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les choix qui seront faits là-bas. Donc si j'en viens aux travaux sectoriels des opérateurs, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a 9 opérateurs qui ont contribué activement à ces travaux. Et dans ces 9, il y a Odigo qui en fait partie. Donc vous voyez les 4 opérateurs grand public que vous connaissez et 5 opérateurs d'entreprise. Donc ces travaux, ils sont extrêmement conséquents. On a compté plus de 200 réunions là, depuis le début du projet. Donc ça, ce sont les réunions multi-opérateurs. C'est sans comptabiliser toutes les réunions internes propres à chaque opérateur qui sont aussi très nombreuses. C'est des investissements très lourds qu'on estime à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc tout ça pour mettre en place une solution française répondant donc aux exigences de la loi Negelen, donc solution qu'on a appelée MAN, mécanisme d'authentification des numéros, qui est basée sur une norme internationale qui s'appelle STIR et Shaken, qui était la norme qui était utilisée par les Américains et les Canadiens pour leur solution. Donc c'est une solution qui se compose à la fois d'une partie centralisée, partagée entre les opérateurs pour tous les aspects authentification, vérification, et ensuite chaque opérateur doit déployer sa propre solution compatible MAN. Donc ce slide illustre aussi les travaux sectoriels. Là, je dirais que c'est une vue plus globale. Vous voyez de nombreux jalons, et il en manque d'ailleurs pas mal aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une composante législative, donc avec cette loi Negelen. Un projet de loi qui a été déposé dès 2018. L'ARCEP, donc le régulateur du secteur des télécoms en France, qui s'est saisi assez rapidement du sujet, sans même attendre la promulgation de la loi, et donc qui a créé des groupes de travail, une réunion multilatérale pour embarquer les opérateurs dont j'ai parlé précédemment, pour commencer à définir les contours de la solution française. Et une fois que les travaux ont été suffisamment aboutis, l'ARCEP a demandé aux opérateurs de reprendre ces travaux à leur compte. Et donc ça s'est fait sous l'égide de 2 associations.
Donc la première, c'est l'APNF. L'APNF, c'est une association technique d'opérateurs qui est une sorte de DSI multi-opérateur qui gère des plateformes entre opérateurs. Pour vous donner un exemple concret, c'est l'APNF qui gère les bases de données des numéros portés fixes et mobiles en France. Et donc l'APNF, assez naturellement, s'est saisie du sujet pour traiter la solution centralisée, et donc instruire le sujet, choisir un prestataire, jusqu'à la mise en production. Une autre association qui est intervenue sur le sujet, qui est la Fédération française des télécoms, qui regroupe une vingtaine d'opérateurs. Elle est intervenue à la fois pour adapter le protocole d'interconnexion IP entre opérateurs, pour le rendre MAN compatible, mais également elle a géré tous les aspects communication sur le sujet, et plus récemment, elle a pris en charge la gouvernance du dispositif avec la mise en place d'un comité en avril, dont les premières missions ont été de définir le plan de déploiement de la solution MAN et d'aller de présenter ce plan de déploiement à l'ARCEP, donc ce qui a été fait début juin. Et je vais d'ailleurs partager avec vous un slide qui a été présenté à l'ARCEP lors de cette réunion, sur le calendrier de mise en service. Donc c'est un slide qui contient beaucoup d'informations, dont certaines assez techniques. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. Je pense que c'est important, c'est de regarder les deux phases qui figurent en haut à droite, la phase de montée en charge et la phase de run. Donc la phase de montée en charge, c'est une phase qui a déjà commencé, qui va se poursuivre au-delà du 25 juillet et qui va permettre aux opérateurs petit à petit de rejoindre le dispositif MAN et de commencer à authentifier les appels. Donc c'est une phase qui se fera sans coupure, et la coupure n'interviendra que lors de la deuxième phase, dite phase de run. Alors pourquoi ce choix ? Parce que en fait, on s'est rendu compte que si on se mettait à couper les appels dès le 25 juillet, on estime qu'on couperait plus de 50% des communications en France, dont des communications vers les numéros d'urgence, qui est juste pas concevable. D'où ce choix effectivement de phaser ce déploiement, donc d'avoir cette montée en charge pour que les acteurs rejoignent le dispositif, mais aussi pour qu'ils puissent déployer l'authentification dans leur réseau, parce que là aussi ça se fait de façon progressive. Et puis un intérêt aussi majeur à cette phase, parce que ça va être une phase d'observation qui va permettre aux opérateurs d'analyser des cas d'usage, de regarder des appels cassables, voir si en effet ils devraient être cassés ou pas, et d'adapter, voire de corriger à la fois leur solution MAN, mais également, le cas échéant, la solution centrale. Et donc, dans un second temps, on basculera dans cette phase de run avec coupure des appels. Comme vous le voyez sur le slide, la date, elle n'est pas déterminée aujourd'hui. On est en train d'y travailler. On est en train de définir notamment un certain nombre de critères qui vont permettre de basculer sur cette phase de coupure. Bien évidemment, quand la date sera connue, elle sera largement communiquée. Ce que je peux juste vous dire à ce stade, c'est que ça sera assez vraisemblablement tout début 2024. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Fabrice qui va vous détailler la solution MAN. Oui, merci Philippe. Donc là, on a vu la partie réglementaire avec Philippe. Je vais essayer de passer à un décryptage du MAN, du mécanisme d'authentification des numéros, qui est un mécanisme qui n'est pas si simple que ça. Donc on va le voir dans les grandes lignes. Et dans un second temps, on va voir les impacts sur le trafic Odigo et sur les appels, que ce soit collectés par Odigo ou terminés sur le réseau public. Donc le MAN, c'est une solution sectorielle française d'authentification de ces numéros. Et la France a donc choisi comme autorité de certification centralisée l'APNF. Donc c'est l'APNF qui va être centrale sur la solution MAN et qui gérera les certificats opérateurs et va permettre aux opérateurs de vérifier chaque appel arrivant sur le réseau. Donc le mécanisme qui avait été expliqué succinctement par Philippe, qui est le principe global, c'est qu'un appel généré par quelqu'un va être authentifié par son opérateur de boucle locale, donc son opérateur d'origine. Cet opérateur va devoir certifier via le certificat fourni par la PNF, puis cette authentification va être transmise sur le réseau public dans la signalisation télécom, donc le SIP, et donc l'association SIP et STIR-SHAKEN va fournir une identité de cet appel. Cette identité d'appel va être vérifiée par l'ensemble des opérateurs de la chaîne, donc que ce soit des opérateurs de transit, et enfin l'opérateur de terminaison. Donc tous les opérateurs de transit vont vérifier que l'appel est signé, authentifié,
Et l'opérateur de termination va faire une phase de vérification comme quoi cette signature est correcte, donc qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'elle appartient bien à cet opérateur. Donc cette mise en place d'Human et de cette nouvelle solution, ça a nécessité des modifications au niveau des interconnexions opérateurs, donc de l'ensemble des opérateurs du marché, mais également d'Odigo. Donc chez Odigo, on a principalement 3 interconnexions pour le trafic franco-français. Une première avec Orange, qui nous permet de joindre la boucle locale Orange, mais également tous les opérateurs tiers qui sont derrière. Donc, comme opérateur, Orange est un de nos opérateurs de transit. On a une interconnexion également avec SFR pour joindre la boucle locale et collecter aussi les appels émis par SFR. Et Bouygues Telecom de la même façon pour joindre la boucle locale et recevoir les appels émis par Bouygues Telecom. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire comme changement au sein de notre interconnexion et au sein de notre infrastructure télécom? C'est la mise en place d'une nouvelle solution, Steer and Shaken, utilisant ces protocoles-là, afin d'aller requêter la PNF et récupérer les certificats dans cette base centralisée opérateur. Le deuxième point important aussi, c'est que la PNF, elle a cette capacité justement à fournir ces certificats, mais va également avoir une base de suivi d'Human. Une base de suivi d'Human, c'est une base qui va permettre d'avoir l'ensemble des informations sur combien d'appels ont été coupés, combien d'appels ont été signés, combien d'appels ont été mal signés, etc. Donc les opérateurs vont avoir une base de données avec l'ensemble des KPI permettant d'identifier si on a un taux de signature assez faible et pourquoi, et comprendre justement dans ces différentes phases, la phase de rodage, savoir si on a correctement signé les appels, et dans un second temps, permettre en cas de litige d'identifier quel opérateur signe mal ses appels ou non. Donc là, on a vu ce qu'on devait modifier. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans le call flow Odigo, dans les appels Odigo? Donc on disait, un client va appeler nos services, enfin vos services, via un numéro spécifique. Donc il va générer un premier appel avec son numéro de téléphone, donc par exemple son numéro mobile. Son opérateur de mobile va authentifier son appel et cet appel va transiter sur le réseau public jusqu'à notre infrastructure. Et donc Odigo va pouvoir collecter cet appel et vérifier que la signature de ses clients est correcte. Donc on a un premier appel qui va du client et généralement vers nos SVI qu'on va devoir vérifier dans ce premier appel. Ensuite, ce client va vouloir peut-être avoir un agent au bout du fil. Donc dans ce scénario-là, l'appel va être abouté vers un agent. Donc un second appel va être généré par Odigo sur le réseau public. Et donc Odigo va devoir signer cet appel pour le faire transiter jusqu'à l'agent. Et son opérateur de terminaison, lui, va donc vérifier que la signature générée par Odigo est correcte. Donc là, on est dans un cas où notre client, vos clients sont sur le réseau public et l'agent aussi également utilise le réseau public pour recevoir les appels Odigo. Ce même cas d'usage, mais avec un agent utilisant des technologies VoIP, donc telles que le WebRTC, Softphone, Trunksip ou autres. Donc la différence entre ces deux cas-là est tout simplement que l'appel généré vers l'agent, on est dans le monde privé. Donc on ne passe plus par ce réseau public. Donc dans ce cas-là, Odigo n'aura pas besoin de signer les appels. Il fera juste l'action de vérification de l'appel entrant sur son réseau. Le second cas Odigo, c'est un appel sortant d'un agent ou d'une campagne d'appel, par exemple. Donc dans ce cas d'appel, Odigo génère un premier appel vers l'agent. Donc il va devoir signer l'appel vers cet agent pour transmettre l'appel au réseau public. De la même façon, chaque opérateur va devoir vérifier l'appel et l'appel s'aboutira sur cet agent. Ensuite, l'agent va indiquer le numéro de téléphone vers lequel il veut joindre son client. Et donc là, on va générer un second appel sur le réseau public également. Donc on va devoir signer une seconde fois l'appel, ce second appel. Et cet appel va aboutir vers ce client avec une vérification de la même façon des différents opérateurs.
Donc ici, dans le cas de l'appel sortant, Odigo va signer 2 différents appels pour joindre l'agent et le client. De la même façon, donc comme le précédent use case, lorsque l'agent utilise une téléphonie et une technologie VoIP, l'appel qui est généré vers l'agent, justement, n'a pas besoin de cette signature parce que nous ne passons pas par le réseau public. Et donc, uniquement l'appel généré vers ce client sera authentifié et signé par Odigo, puis vérifié par les différents opérateurs de la chaîne télécom. Donc voilà, on a bien vu que dans ces différents use cases, ce qui est important, c'est que tout ce qui sort vers le réseau public va devoir être signé par l'opérateur d'origine et vérifié par l'ensemble des opérateurs de la chaîne télécom jusqu'à l'opérateur de terminaison qui, lui, va faire une vérification complète de cette signature. Donc pour cela, pour qu'on puisse signer correctement ces appels dans ces différents use cases, il y a des règles à respecter qui sont des règles datant d'avant la mise en place de cette authentification, mais qui sont importantes à rappeler. Tout d'abord, donc, les conditions d'utilisation du CLI. Donc CLI, c'est le numéro 1, en anglais, c'est le Calling Line Identity. C'est le numéro utilisé par l'appelant. Donc moi, quand j'appelle avec mon numéro de mobile, j'ai un 06. Mais le format du numéro qui est transmis sur le réseau public est un format international. On dit le format E164. Donc plus 33. Plus 33, 33 est le country code du pays. Donc en France, le country code, c'est 33. Et ensuite, les 9 digits suivants. Donc ce CLI doit faire partie tout simplement du plan de numérotation français, faire partie d'une tranche attribuée par un opérateur, avoir été affecté aussi à un utilisateur par cet opérateur, doit avoir été autorisé par l'affectateur s'il est différent de l'utilisateur et doit pouvoir être rappelé. Donc si on applique ces règles standards, Odigo sera en mesure de signer correctement l'ensemble des appels et juste permettre une continuité de service et s'assurer qu'il n'y ait pas de coupure dans la seconde phase qui arrivera d'ici 2024. Donc maintenant, je passe la main à Leïla pour la suite, pour les nouvelles offres en perspective. Merci Fabrice pour cette explication. Je vais récupérer la télécommande. Non ? Merci. Donc en effet, nous allons voir les nouvelles offres en perspective qui seront permises grâce à la mise en place du Steer and Shaken et du MAN. Donc potentiellement aujourd'hui, il y a des discussions interopérateurs au sujet de nouvelles fonctionnalités comme le display name, et donc l'affichage du nom de l'appelant, ou le rich data call, ou pardon, rich call data, qui est plutôt l'affichage du nom de l'appelant, de la raison de l'appel et potentiellement du logo. Ça va être très intéressant pour les entreprises, effectivement, quand elles contactent leurs clients ou dans le cadre des campagnes d'appels sortants. Ceci va permettre effectivement d'augmenter le taux de décrocher des appels, de restaurer la confiance entre les clients et les entreprises, et puis également ça va permettre d'optimiser le ROI sur les campagnes d'appels sortants, booster la notoriété de la marque et puis également améliorer l'expérience du client et sa satisfaction. Donc, on va voir ici à droite un exemple du Rich Call Data de T-Mobile aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir, on voit très bien le nom de l'appelant, la raison de l'appel et le logo de l'entreprise qui seront affichés au client lorsqu'il recevra l'appel de cette marque. En tout cas, voilà, sachez que ce n'est pas des offres qui existent aujourd'hui en France et que les opérateurs sont en train de discuter de la potentielle mise en service ou de la production de ces offres. Et de toute façon, si les discussions aboutissent à un accord, sachez que ces offres pourraient arriver sur le marché plutôt peut-être fin 2024, début 2025. C'est des offres qui prennent un peu plus de temps pour préparer, sachant que déjà le MAN, comme on l'a vu avec Philippe, pour qu'on soit sur une phase de run complète, ça va prendre un petit peu plus de temps, et donc c'est également le cas pour pouvoir mettre en place des offres aussi fonctionnelles. Mais en tout cas, les opérateurs sont bien conscients de l'importance de telles offres et de la valeur ajoutée que ça peut avoir pour les annonceurs ou les clients qui font des campagnes d'appels sortants, ou tout simplement également pour, comme j'ai dit, restaurer la confiance entre les clients et les entreprises.
Donc pour récapituler, avant de vous laisser l'occasion de poser vos questions, en tout cas vous aviez l'occasion de poser vos questions tout au long du webinaire, mais avant qu'on puisse répondre aux questions, comme l'ont très bien expliqué Fabrice et Philippe, donc la loi Negelen concerne principalement la lutte contre la fraude, le spoofing et d'encadrer davantage le démarchage téléphonique. Et pour ceci, le mécanisme d'authentification du numéro a été mis en place et sera mis en service à partir du 25 juillet, avec une partie de solution qui est centralisée, portée par la PNF, qui va en effet centraliser les certificats opérateurs, et puis une deuxième partie qui est plus la solution, des solutions individuelles par opérateur, qui leur permettra de signer et de vérifier les appels pour qu'ils soient conformes au MAN. Voilà, et donc vous avez très bien vu les impacts que ça aurait sur les sur les appels, excusez-moi, entrants ou sortants qui passent par le réseau Odigo. Et puis là, en effet, comme je vous ai dit, il est temps de pouvoir répondre à vos questions. Et donc on va prendre 2 minutes pour les recueillir. Vous allez voir un compte à rebours qui va s'afficher sur le... Non, c'est pas le cas. On va répondre directement aux questions. Ok, bon, les questions sont disponibles. Donc on va commencer à répondre. S'il y a une question, on a pas mal de questions sur l'écran, donc vous pouvez commencer. Je te laisse lire, Leïla. Oui, alors d'accord. Donc première question, y a-t-il des opérateurs non présents dans la liste des 9 ne répondant pas à la nouvelle norme? Là, je vais peut-être répondre. Alors aujourd'hui, oui, il y en a très certainement. C'est la raison aussi pour laquelle on s'est donné plus de temps avec cette phase de montée en charge, pour permettre aux opérateurs qui se seraient rendus compte un peu tardivement qu'il y a cette nouvelle obligation auquel ils doivent se conformer, de rentrer dans le dispositif. À terme, il n'y en aura pas. Hein. Quand on basculera en phase de coupure, tout le monde devra être conforme, sinon les appels seront coupés. Ouais, et sur les 9, en fait, c'est les 9 qui ont participé à la mise en place du MAN. Hein. Donc c'est vraiment des acteurs majeurs sur cette mise en place du MAN. À date, si je me trompe pas Philippe, il y a plus de 9 opérateurs, hein, beaucoup plus de 9 opérateurs qui sont inscrits dans la démarche du MAN, hein, donc qui ont souscrit. Plus de 100. Plus de 100, voilà. Donc il doit en rester encore quelques-uns, mais voilà, la grosse majorité des opérateurs français ont souscrit au MAN. Alors, une deuxième question. Pouvez-vous me garantir que mes appels ne seront pas coupés après la mise en place ou la mise en œuvre de la coupure des appels non authentifiés? Alors, les appels ne seront pas coupés si on suit les règles en fait, qui ont été énoncées précédemment. Hein. Tous les appels qui vont être coupés, c'est tous ces appels avec potentiellement des formats erronés ou des erreurs de syntaxe. Donc logiquement, on ne devrait pas avoir de problématiques de coupure sur le service Odigo si l'ensemble des numéros sont correctement formatés. Et tout ça sera, de toute façon, c'est fait lors des phases de validation de nos solutions. Donc on pourra voir dans ces phases de validation s'il y a un problème sur la signature. Merci Fabrice. Encore une question. Donc, dans la mesure où l'authentification va nous protéger contre les appels malveillants en France, n'y a-t-il pas un risque que ces appels soient émis depuis l'international? Alors, il y a un risque, oui, il existe. Après, je pense qu'il est relativement minime, parce qu'il faut savoir que les appels depuis l'international ne pourront pas utiliser de numéro français. Ils seront coupés. Hein. Donc ça veut dire que pour pouvoir faire du démarchage depuis l'international vers la France, il faudra utiliser un numéro international. Je pense que ça sera assez suspicieux quand même de recevoir un appel pour du démarchage avec un numéro qui est en plus avec un code qui n'est pas le 33, donc plus 32 pour la Belgique ou 44 pour le UK par exemple. Donc je pense que le risque est quand même malgré tout assez minime. Merci Philippe. Encore une question. Quid des services présents sur les smartphones? Il y a par exemple pour le constructeur Samsung. Alors c'est des solutions over the top. La différence, alors déjà le MAN, c'est pas une solution d'affichage sur le téléphone. Hein. Donc ça va juste permettre de signer les appels, les authentifier, les vérifier, mais ça va pas arriver jusqu'au terminal.
Par contre, ce que Leïla a présenté, tout ce qui est RCD Display Name, l'objectif c'est d'aller jusqu'au terminal. Donc forcément, les opérateurs, dans les discussions et dans les échanges, il y a un sujet de tous ces fournisseurs de terminaux, que ce soit Samsung, Apple, autres, à régler pour s'assurer que la solution fonctionne avec l'ensemble des terminaux du marché. Après, Aya, c'est vraiment dédié à Samsung. L'objectif RCD, c'est que ça soit multi-opérateur, multi-constructeur. Donc c'est vraiment une solution qui va permettre à l'ensemble des opérateurs de fournir cette information et permettre un interfonctionnement entre opérateurs. Alors que des solutions Aya, c'est vraiment le monde Samsung, ou Apple aussi, à son monde Apple, est vraiment cantonné à juste un type de terminaux. Merci Fabrice. Une autre question. Comment la loi impacte les clients qui font de la marque blanche? C'est-à-dire qu'ils utilisent j'imagine que c'est des clients utilisant des numéros de leurs clients. Donc si les numéros utilisés pour les appels sortants, en fait, les numéros qui sont utilisés, s'ils correspondent bien et ils sont bien définis à ces clients-là, il n'y aura pas de problématique de signature de l'appel. Donc ça ne change pas, que ce soit marque blanche ou Odigo, ça ne change pas. Une autre question plutôt technique. À combien de temps s'élève le temps de mécanisme d'authentification par appel? Je ne sais pas si on a des statistiques dessus. Le temps d'authentification, c'est assez immédiat en fait. C'est lors de l'initiation de l'appel. Tout simplement, on va interroger cette base pour authentifier l'appel. Donc il y a eu des études potentiellement avec un petit délai de mise en connexion de l'appel, mais qui reste aujourd'hui, qui passe inaperçu en fait. Après, bien sûr, dans cette montée en charge, tous les opérateurs vont surveiller cette mise en relation et vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur le global du réseau français. Merci pour cette réponse. Encore une question. Dans le cas d'un appel sortant, on pourra toujours choisir un numéro à présenter à l'appelé. Je peux peut-être répondre à cette question. Alors la réponse est oui. Alors si c'est un numéro Odigo, bien sûr que Odigo a affecté un client, là il n'y aura pas de question. En revanche, si c'est le numéro d'un tiers, il faudra juste le déclarer à Odigo et pouvoir justifier de l'autorisation de pouvoir utiliser ce numéro. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, le numéro pourra être utilisé. D'accord. Alors, une question supplémentaire. Le jour où la PNF n'est pas disponible, par le cas d'un incident par exemple, est-ce que les appelman arriveront toujours? Alors, il y a un mécanisme justement de backup qui est prévu. Alors, pas seulement pour le fait qu'on perde la PNF, mais on peut aussi perdre notre solution qui est entre la PNF et notre infrastructure télécom. Donc oui, il y a des mécanismes qui ont été prévus dans la solution MAN pour gérer ce cas-là. Très bien. Alors une question. Le display name Rich Call Data, dans quel pays sera-t-il dispo? Potentiellement en France, comme j'ai dit, dans les 2-3 années à venir, si les discussions opérateurs aboutissent. Et puis, on sait que ça a été déjà mis en place aux États-Unis, comme l'exemple que j'avais donné de T-Mobile. En tout cas, pour que ce type d'offre, en tout cas le Rich Call Data, soit mis en place, il faut avoir un mécanisme d'authentification qui se sert du protocole Steer and Shaken. Et comme l'a bien expliqué Philippe au début, il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui qui suivent un tel protocole. Une autre question. Avez-vous une estimation de durée de coupure pour la phase run à partir de 2024? Comment allez-vous procéder? Alors, durée de coupure, je ne sais pas ce que ça veut dire. Durée de coupure, la coupure, c'est la coupure de l'appel. Il n'y aura même pas d'initiation de l'appel. Donc, si le format et si l'appel n'est pas signé, en fait, l'appel n'aboutira pas. Donc, on saura immédiatement s'il y a un problème sur cet appel-là. C'est peut-être la durée de longue coupure. Enfin, les délais qu'on aura avant qu'on coupe les appels, je pense.
Là, comme disait Philippe, c'est en cours de discussion et d'échange, donc on n'a pas la réponse à date. Hein. Je pense dès qu'on aura la réponse, on vous la transmettra, mais aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question. Une autre question, si un second appel est généré en passant par le réseau public, les clients utilisateurs des plateformes de centres d'appel seront-ils facturés de 2 appels où il n'y en avait qu'un seul avant? Je pense qu'il y a toujours eu 2 appels. Oui, le call flow Odigo et ce qui a été présenté, c'est ce qui est aujourd'hui depuis des années chez Odigo. Donc ça ne change rien en termes d'appels et de gestion d'appels des numéros. Ce qui change, c'est que justement, on va devoir signer ces 2 appels. Mais en termes d'appels aujourd'hui, lorsqu'on génère un appel sortant, le call flow est identique. Tout à fait. Et c'est le cas pour tout opérateur en tout cas qui fait de la relation client. L'appel il y a toujours 2 appels au fait qui sont émis quand on a un appel entrant d'un client. Il y a un appel effectivement, l'appel du client vers le SVI Odigo. Et puis un deuxième appel qui sera émis par Odigo vers l'agent si effectivement le client ne s'arrête pas au SVI, si on a un callbot par exemple et souhaite être mise en relation avec un agent. Et puis pour un appel sortant, c'est la même chose. Odigo va émettre un appel vers l'agent d'abord pour qu'il soit disponible, puis il émet un appel sortant vers le client et il les met en relation. Donc en fait c'est assez classique, un mécanisme très classique d'avoir 2 appels simultanés. Comme l'a dit Fabrice, le rajout sera plus l'authentification, enfin la signature et puis la vérification de l'appel via le MAN. Une autre question, l'appelant est-il averti s'il n'est pas authentifié? En fait, indirectement, oui, puisque s'il n'est pas authentifié, l'appel ne sera pas acheminé, donc il se rendra compte que l'appel ne peut pas passer. La différence, c'est qu'aux États-Unis, justement, ce qui a été mis en place permet à l'utilisateur de voir directement sur son terminal quel niveau d'attestation a été fourni et si l'appel est authentifié. La différence en France, ce que je disais, c'est que rien ne sera affiché et l'appel sera coupé. Donc, si l'appel n'est pas authentifié, dans la seconde phase, on aura une coupure de cet appel et donc il ne verra absolument rien. Autre question, comment les démarcheurs seraient-ils vérifiés? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. En fait, le dispositif MAN, il ne sait pas qualifier la nature de l'appel au départ. Donc il n'y a pas de notion de démarchage ou de pas démarchage. Donc tout le monde sera authentifié, tout le monde sera vérifié. Sinon, encore une fois, les communications ne seront pas acheminées. Le démarcheur sera authentifié par l'opérateur de boucle locale avec lequel il a souscrit un contrat. Donc si les numéros utilisés sont des numéros fournis par cet opérateur de boucle locale, cet opérateur justement signera l'appel de démarchage comme indiqué, comme la solution MAN le propose. Okay. Une question sur la réglementation internationale. Avez-vous de la visibilité sur le durcissement des réglementations dans d'autres pays, en région APAC par exemple? Alors oui, bien sûr, c'est un sujet que l'on suit attentivement, compte tenu de l'impact que ça peut avoir sur les services. Aujourd'hui, on n'a pas identifié de projet de solution d'authentification dans la zone APAC qui est mentionnée. En revanche, oui, il y a des durcissements, des règles qui sont prises par la loi, par le régulateur, parfois même par les opérateurs qui durcissent eux-mêmes les règles d'utilisation. Merci Philippe. Encore une question. Comment se fait le suivi avec le client des retours de la phase de validation? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. C'est peut-être par rapport à ce que je disais sur le fait de s'assurer que la signature est bien effectuée. De toute façon, sur une phase de validation, donc on met en place un nouveau numéro, etc. Il y a tout un mécanisme pour pouvoir router proprement cet appel, renseigner les informations. Nous, on a cette phase de rodage qui va aussi nous aider à savoir si l'ensemble des appels Odigo sont bien signés et si ces appels comportent justement des problèmes de signature, on pourra les remonter, voir quels applicatifs Odigo posent problème, quel projet client potentiellement. Donc ça, justement, cette phase de rodage va nous aider nous à atteindre ce 100% de signature à la fin de cette phase de rodage. Donc on a cette montée en charge que Philippe a présentée, ce ramp-up opérateur. Nous, Odigo, on va l'avoir également.
Et donc il va falloir qu'on s'assure dans cette phase de rodage que l'ensemble des appels Odigo seront signés. Et s'il y a le moindre problématique, les équipes Odigo reviendront vers vous et échangeront avec vous sur potentiellement des erreurs ou quelques petits problèmes de configuration. Donc sur cette phase de rodage, je pense que c'est pas dans un terme de validation. Ce que je disais, c'était plus sur une mise en place d'un nouveau numéro, une mise en place d'un nouveau service. Voilà. On va rajouter dans notre phase de validation, s'assurer que les appels soient bien signés pour être sûr qu'il y ait une continuité de service et que lors de la mise en prod, on n'ait pas de problématique sur ces types de numéros. Une autre question qui rappelle les règles effectivement à respecter. En appel sortant sur Odigo, peut-on, quand on est administrateur, mais on peut aujourd'hui mettre n'importe quel numéro à afficher sur le téléphone du client. Comment est-ce que cela va intervenir sur le processus de l'appel? Alors justement, on a des évolutions en cours pour restreindre cette possibilité-là. Il faut qu'on s'assure que les numéros utilisés par les agents soient conformes, comme on a vu, suivent bien les règles. Donc on va restreindre cette partie-là, c'est en cours de revue et d'études. Donc ça aussi, on communiquera sur ça d'ici septembre, octobre. Merci Fabrice. Une dernière question. Le coût des communications va-t-il augmenter? Potentiellement, comme en fait c'est la mise en place de ces solutions engendre des coûts pour tous les opérateurs télécoms qui doivent y être conformes vu que c'est une obligation légale. Effectivement, potentiellement, c'est en cours d'étude, mais les prix pourraient augmenter. Peut-être une dernière question, parce qu'après on n'aura plus le temps. Peut-être qu'on y a déjà répondu. À partir de quand Odigo permettra des tests d'appel afin de vérifier le fonctionnement du MAN sur les appels de ou vers les numéros Odigo? Là, c'est ce qu'on a vu, hein, la période de montée en charge. Donc Odigo s'apprête à la rejoindre. Donc on va très prochainement effectivement commencer à faire des tests d'authentification, de vérification, étudier, comme on l'a dit, les cas d'usage pour voir si effectivement les appels cassables devront à terme légitimement être cassés ou pas. C'est toute cette phase de rodage que tous les opérateurs sont actuellement en train de rejoindre. Et cette première phase de rodage, en fait, il n'y aura pas d'implication de nos clients sur cette phase. C'est nos équipes télécom qui vont s'assurer le bon fonctionnement, donc ça va être transparent pour vous. On veut juste s'assurer dans cette phase de rodage que notre solution qu'on a intégrée fonctionne correctement avec la base centralisée de la PNF. Donc ça sera une phase de rodage transparente et nous on aura nos KPI qui vont remonter s'il y a le moindre problème applicatif ou autre, on pourra justement aller vers les projets ou remédier aux problèmes directement. Ok, alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va peut-être prendre une dernière question avant de... Il y a eu pas mal de questions. Une dernière peut-être. Est-ce qu'on pourra afficher tous les types de numéros en cas d'appel sortant? Numéro contact en 09. Alors on pourra utiliser les numéros si ce sont des numéros qui respectent les règles qui ont été mentionnées par Fabrice, donc des numéros qui ont été affectés à un utilisateur. Si ce n'est pas un numéro d'Odigo, il faudra pouvoir justifier de l'autorisation de l'utilisation de ce numéro. Et c'est forcément un numéro fixe, ça répond aussi à une autre question qui vient d'arriver. On n'a pas le droit d'utiliser un numéro mobile, parce qu'un numéro mobile ne peut être utilisé qu'en situation de mobilité, donc via un terminal mobile et une carte SIM. Donc c'est forcément un numéro fixe. Et je peux peut-être aussi répondre, il y a une question là qui vient d'arriver sur la possibilité d'utiliser un numéro masqué. Oui, bien sûr, on pourra continuer à utiliser un numéro masqué. La possibilité pour l'utilisateur de masquer son numéro, c'est un droit qui est inscrit dans la loi. Donc bien sûr, on pourra continuer à choisir de masquer son numéro. Merci Philippe et merci Fabrice d'avoir répondu à ces questions. On n'a plus le temps. S'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir via le formulaire sur notre site ou via votre CSP si vous êtes client Odigo. Merci encore une fois Fabrice et Philippe d'avoir co-animé ce webinaire.
Et puis merci à tous les participants, merci pour toutes vos questions. N'hésitez pas de revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires. On est là pour vous accompagner. Je vous remercie. Merci, au revoir à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Et bonne journée. Au revoir.